Cours d'histoire. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons cette semaine pour la suite de notre série consacrée à l'Empire ottoman. Nous avons défini la semaine passée cet empire. Nous verrons la semaine prochaine la période qui s'étend de 1574 à 1699, période généralement considérée comme un temps de déclin avec des nuances. Nous verrons tout cela la semaine prochaine. Mais d'ici là, nous allons voir au contraire l'apogée de l'époque ottomane, la suprématie impériale de 1453 à 1574. Olivier Bouquet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Cité et membre senior de l'Institut universitaire de France. Vous êtes l'auteur d'un remarquable Pourquoi l'Empire ottoman, 6 siècles d'histoire, un livre de poche paru chez Folio. Je plonge, Olivier Bouquet, dans le sujet. 1453, c'est une date bien évidemment charnière de l'histoire, après la prise de Constantinople par Mehmed II. Qui est ce personnage exactement? Qui est ce Mehmed II? Est-ce un conquérant audacieux, un homme d'État talentueux ou bien les deux à la fois? Les deux à la fois. Les deux à la fois. D'abord, c'est quelqu'un qui reste aujourd'hui dans les annales ottomanes et dans la mémoire républicaine turque comme étant l'un des deux plus grands sultans ottomans. Avec Soliman. Avec Soliman le Magnifique, qui est son arrière-petit-fils. Il a réalisé quelque chose, non seulement que aucun souverain ottoman n'avait réalisé avant lui, mais qu'aucun souverain musulman n'avait pu, depuis les siècles et les siècles, ils ont essayé de le faire, n'avait pu réaliser, à savoir conquérir Constantinople, devenue Istanbul, Constantinople, ville sainte de l'islam sunnite. Il l'a fait, et il l'a fait à un très jeune âge, il n'a même pas 20 ans, quand il conquiert cette ville exceptionnelle. Il la conquiert en 54 jours à peine. C'est un siège éreintant. Il doit faire face à des oppositions au sein de son conseil, y compris son grand vizir. Et c'est la 5e fois que les Ottomans mènent un siège contre cette ville réputée imprenable, et ce conquérant, qui est resté d'ailleurs par son nom, Fatih Mehmet le conquérant, comme étant le sultan de cet exploit, est un personnage exceptionnel aussi en tant qu'homme d'État. Et ça, c'est un autre point commun avec Soliman le Magnifique. C'est un homme d'État, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui comprend bien qu'il y a un lien essentiel entre la conquête et l'organisation de l'État. La conquête permet l'expansion de l'État, la conquête permet la bureaucratisation de l'appareil d'État, la conquête permet la gloire et le prestige des souverains de l'Empire ottoman. Et d'une certaine manière, et des collègues en tout cas l'ont dit, c'est par la conquête de Constantinople que l'État ottoman devient définitivement un empire et s'inscrit dans l'histoire des empires précédents et des empires à venir. Donc sans prise de Constantinople, pas d'empire ottoman? Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne sais pas, dans le sens où si les Ottomans n'avaient pas pris Constantinople, serait-il devenu l'empire qu'ils ont constitué ensuite? Probablement pas. Ils ont pris cette ville et très rapidement, dans les semaines qui ont suivi, dans les mois qui ont suivi, ils ont intégré les symboles, ils ont repris l'avantage de la légitimité byzantine et ils ont détruit la dernière Rome, la deuxième Rome. Ils ont, en 1261, il n'y a plus d'État byzantin, c'est fini. Donc il n'y a plus de Rome. Et la troisième Rome se constitue bien plus tardivement, si elle se constitue ensuite, à partir de la Moscovie. Donc c'est un événement dans l'histoire des empires, c'est un événement qui finalement aboutit à ce qu'on appelle la translatio imperii, c'est-à-dire que d'une certaine manière, Fatih Mehmet, le conquérant de l'islam, est également un impérator, et d'ailleurs il intègre le terme d'impérator dans sa titulature. Il n'est pas seulement un khan, c'est-à-dire un turc, un souverain turc, il n'est pas seulement un sultan et un ghazi, c'est-à-dire un conquérant de l'islam, dans la continuité des souverains de l'islam arabe, il est
également un impérator, un empereur. Donc Istanbul, c'est Islambol, c'est-à-dire pleine d'islam. Est-ce qu'Istanbul se considère au fond comme une nouvelle Rome, même s'il ne s'agit pas d'une Rome chrétienne? Ah oui, Istanbul est c'est une ville sainte de l'islam, c'est ce jeu de mots, ville pleine d'islam. Et en même temps, Istanbul ne cesse d'être Constantinople. On continue de parler de Constantinople, et pas seulement dans les langues européennes, dans les langues occidentales notamment. Constantinier est un terme employé par les Turcs eux-mêmes. Il faut attendre les tout débuts de la République turque pour que finalement Istanbul ne soit plus qu'Istanbul. La translatio imperii, la continuité romaine est non seulement reprise par les souverains ottomans, mais elle est désirée. Alors même que leurs rivaux, notamment moscovites, essayent eux aussi, dès Ivan III encore davantage avec Ivan IV le Terrible, de s'inscrire dans cette continuité byzantine. Est-ce que Mehmed II se considérait comme un nouvel Alexandre ? Il était fasciné par Alexandre. Il avait une culture antique, il connaissait le grec, il s'était recueilli sur ce qui était censé être la tombe de souverains avant lui, de souverains chrétiens. Il connaissait toute la mythologie des conquérants grecs. Et oui, il s'inscrit dans cette continuité. C'est quelqu'un qui, par son éducation, a compris que il ne fallait pas rejeter ces grands conquérants, les références de ces grands conquérants avant lui, mais qu'il fallait au contraire atteindre leur prestige et leur niveau de réputation. Encore une fois, dans une terre d'islam. Alexandre, c'est l'Alexandre de toutes les Alexandries que compte l'Empire ottoman. On est impressionné, vous l'évoquiez, de la titulature, mais on est impressionné par sa longueur et les multiples références au fond à des ensembles, des traditions différentes, des histoires différentes, telles que nous les évoquions la semaine dernière. Oui, exactement. C'est-à-dire que il y a la tradition dynastique dont nous avons parlé la semaine dernière, la tradition ottomane, il y a la tradition turque, il y a la tradition islamique, la tradition également iranienne. On parle de la titulature. Le sultan ottoman est également un shah. Il est le padishah, c'est-à-dire qu'il est un empereur, comme peut l'être l'un de ses rivaux, c'est-à-dire le souverain safavide iranien, chiite. Il se considère comme ayant recueilli toutes ces traditions. Ça vaut pour le sultan, mais l'administration elle-même est une administration qui utilise différentes langues. Au moins jusqu'au milieu du XVe siècle, on utilise le syriaque, le grec, toute une série de langues balkaniques, et il faut véritablement attendre la fin du XVIe siècle et le XVIIe siècle pour que l'administration échange principalement, rédige l'ensemble de ses actes en turc et en arabe, bien sûr. Alors revenons-en au pouvoir de ce sultan. Nous sommes, dites-vous, dans une période avec Mehmed II de transformation du pouvoir. C'est un homme qui se fait plus distant en quelque sorte. Il acquiert une sorte de sacralité, on peut dire cela? Alors je ne sais pas si on peut parler de sacralité. En tout cas, il se distingue des autres conquérants. Jusqu'ici, les souverains ottomans, les premiers beys dont nous avons parlé la semaine dernière, mais également les sultans dans la seconde moitié du XIVe siècle, étaient si je puis dire, des pribus inter pares. C'est-à-dire qu'ils combattaient avec ce qu'on appelait des beys de la frontière, c'est-à-dire des combattants comparables à eux. À partir du moment où Mehmed s'installe à Constantinople, en fait sa capitale, il continue d'avoir deux autres capitales, je précise, Boursa, la première capitale des Ottomans, et puis en Europe, Edirne. Mais la capitale impériale, c'est bien évidemment Istanbul, et il y fait construire le palais de Topkapı, qui existe encore aujourd'hui au lieu touristique, et il ne s'enferme pas dans son palais parce que il continue de mener campagne, il continue de faire la guerre très fréquemment pendant les 30 années de son second règne, parce qu'en fait il a deux règnes, mais il ne se replie pas. Les souverains qui commencent à se replier, qui
prennent véritablement une certaine distance avec les autres combattants. Ce sont des gens comme Mehmed III à la fin du XVIe siècle. Hein. Mais le sultan ottoman est véritablement la clé de voûte de l'État. Il est pas seulement au sommet des institutions, toutes les institutions, on parlait du Qanun la semaine dernière, sont organisées autour de lui. Donc je dirais qu'il n'y a pas forcément une sacralité religieuse, mais il y a davantage un respect pour cette fonction qui est une fonction politique différente des autres. Quand le sultan disparaît, quand il meurt, il y a une période d'incertitude, une période d'instabilité d'ordre quasiment cosmogonique qui fait que l'ordre du monde en est perturbé. C'est dire là que cette sacralité, si vous voulez, est moins religieuse qu'elle n'est cosmogonique. Mais elle est réelle. Vous avez une belle expression, vous dites « sans être vu, il voit tout ». Exactement, c'est un petit peu la figure du panoptique, hein, et on l'a de manière très visible quand on visite la tour de justice à Topkapı. Le sultan n'assistait plus, alors déjà sous Soliman moins, il n'assistait plus aux séances du divan. En tout cas, c'est le cas au XVIIe, XVIIIe siècle. Mais en même temps, il pouvait derrière une grille, voir ce qui se passait. Et il y a cette image de la tour de Topkapı, de la tour de justice, à partir de laquelle finalement le sultan voit tout. Il gouverne les hommes. Il voit la mer Noire dont nous parlions la semaine dernière, il voit la mer Blanche, la Méditerranée, il voit les terres de Roumélie, l'Asie mineure, il voit les terres qui sont tout autour de lui. Il est le souverain entre les mers et entre les terres, et c'est un souverain qui se place au-dessus des hommes et qui peut s'adresser à tous les gouvernés de l'Empire ottoman par le biais d'un système de notes écrites et de firmans. Il gouverne et il voit. Le divan, c'est une sorte de conseil ? C'est un conseil. C'est un conseil comme il en existe avant les Ottomans, et c'est un conseil qui est organisé dès l'époque de Fatih Mehmet autour du grand vizir, hein, qui est le lieutenant du sultan et qui le représente, mais qui n'est que son bras droit. Hein, les grands vizirs qui s'imaginent prendre la place du sultan ou qui s'imaginent même gouverner aux côtés du sultan sont des vizirs qui, pour certains d'entre eux, finissent la tête tranchée. Hein, le sultan, encore une fois, est la seule source de légitimité politique. En revanche, le sultan, comparable aux autres souverains de l'islam politique, est quelqu'un qui prend conseil, est quelqu'un qui écoute les avis, est quelqu'un qui finalement décide en conseil. Et la production archivistique qui dérive des séances de ces conseils est absolument colossale, hein, ce qui explique aujourd'hui que les archives dont nous disposons, qui sont centrées pour une partie à Istanbul, mais pas seulement, sont très très riches. Alors, nous avons évoqué le droit la semaine passée. Je souhaiterais revenir sur ces aspects juridiques. Précisément, est-ce que le droit qui s'applique, on sait par exemple qu'en Occident, le droit coutumier était extrêmement important. Est-ce qu'il y a un droit coutumier dans l'Empire ottoman ou au contraire, puisque vous venez de le dire, le divan et le sultan produisent énormément de droits jusqu'à distinguer le séculier du religieux? Il y a un droit coutumier, il porte un nom, le terme örf, et il est intégré à l'exercice du pouvoir, non seulement au centre, à Istanbul, dans les capitales, mais également dans les provinces elles-mêmes. Hein. Toute l'administration fiscale intègre ce droit coutumier avec un certain nombre de taxes, par exemple la taxe de labour, qui relève du droit coutumier. Et en même temps, il y a ce Qanun dont nous avons donc parlé la semaine dernière, et ce Qanun est censé finalement organiser ce droit coutumier. Ce Qanun s'adosse à la charia, mais ce Qanun est également soucieux de maintenir des traditions coutumières qui fonctionnent. Et je parlais la semaine dernière, par exemple, de l'exploitation des mines d'or et d'argent. Elles sont régies en grande partie par un droit coutumier.
Et il y a ces fameux cadis qui sont en charge de l'administration, qui ont un rôle à la fois administratif, judiciaire et religieux. Exactement. Les cadis sont des cadis, hein, c'est-à-dire ce sont des juges, mais on aurait tort de les traduire uniquement comme des juges. Et d'ailleurs, très souvent, on emploie le terme cadi plutôt que celui de juge, y compris nous, les historiens, parce que ce sont également des notaires. Ils rédigent des actes notariés, donc qui ont une valeur pour l'État, indépendamment des références au droit de l'islam, et ils sont les agents dans les provinces conquises. Ils sont les agents de l'État, les représentants de l'État, et ils viennent assister les gouverneurs généraux ensuite, qui administrent les provinces. Donc le cadi est quelqu'un qui est à la tête d'une juridiction qui n'est pas seulement une juridiction judiciaire, qui est également d'une certaine manière un espace d'autorité politique. Alors nous savons, nous Français, que nous avons dans notre histoire une politique turque. Nous n'étions pas à l'épante et avant nous étions alliés à Soliman. François Ier était allié à Soliman. Quelle est la place de la diplomatie dans le monde ottoman? Elle est essentielle? Elle est centrale. Elle est centrale, c'est-à-dire que, on l'a dit ça la semaine dernière, l'État ottoman est un État militaro-fiscal, c'est-à-dire un État qui fait la guerre, et faire la guerre, c'est assurer la rentrée de nouvelles ressources, des ressources fiscales. Bon. Mais c'est un État qui, quand il ne fait pas la guerre, mène des négociations diplomatiques. La particularité de la diplomatie ottomane, qui est une diplomatie multilatérale, c'est-à-dire que le sultan a des relations diplomatiques non seulement avec les grands États de son temps, hein, vous citiez la France, on pourrait citer également les Habsbourg, les Vénitiens, ensuite les Moscovites, mais c'est une diplomatie qui, dans les premiers siècles, traite également avec les petits Émirats, les Émirats d'Asie mineure, les beyliks. Donc il y a des relations diplomatiques qui sont constantes. Vous parliez de la France, c'est important de citer la France. Parce que finalement, à l'époque de Soliman, ce qui est forgé avec François Ier, qui est pourtant un roi très chrétien, hein, d'ailleurs cette alliance a été contestée, c'est sans doute la seule alliance politique de toute l'histoire ottomane, c'est-à-dire une alliance qui est une alliance militaire. Barberousse a combattu avec les Français, on pense au siège de Nice. Mais c'est une alliance qui se veut également politique. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de parvenir à des objectifs très vastes, et c'est d'affaiblir l'empire des Habsbourg. Cette alliance politique, elle connaît des hauts et des bas, mais elle se maintient au moins jusqu'à l'expédition d'Égypte menée par le général Bonaparte. Alors une dernière question, Olivier Bouquet, vous parlez à propos de la période, donc de cette suprématie impériale, d'une modernité. Est-ce pour des raisons démographiques seulement, ou aussi pour des raisons au fond politiques? Est-ce que l'Empire ottoman est, par son droit notamment, une préfiguration de l'État moderne? Alors, votre question est très intéressante parce qu'elle renvoie à la fois à l'histoire de la modernisation, l'histoire de la modernité telle que nous la concevons, et donc elle renvoie à toute l'histoire de l'Empire ottoman, y compris contemporaine, mais la modernité, c'est aussi la modernité du XVIe siècle. C'est aussi, par exemple, ce qu'on appelle la première modernité. C'est-à-dire que des éléments qui ont été étudiés par des collègues occidentalistes sur, par exemple, l'histoire de France ou l'histoire de l'Espagne au XVIe siècle, nous les retrouvons. La question du beau XVIe siècle, qui se pose pour des espaces occidentaux, on peut également la poser pour l'Empire ottoman. Vous parliez des évolutions démographiques. On a des données démographiques très très précises qui nous montrent qu'il y a, par exemple, un impact du petit âge glaciaire. Et donc il y a une modernité au sens d'histoire moderne. Et il y a une modernité également dans le sens où les Ottomans, au cours de ces 6 siècles d'histoire, ont essayé d'adapter leurs différents outils, les outils militaires, les outils fiscaux, et
ont évolué au même titre que d'autres États. On en parlera sans doute la semaine prochaine, mais dans la période qui suit, la période par exemple du XVIIe, XVIIIe siècle, l'armée doit évoluer. C'est une armée qui doit intégrer des mercenaires. C'est une armée qui se place sur un marché nouveau, une armée de conscription qui est bien différente de l'armée de Timar, l'armée de Cipéi, l'armée de Janissaire, qui a fait sa grandeur et sa force. Eh bien, merci beaucoup Olivier Bouquet d'être revenu à notre micro. Pourquoi l'Empire ottoman, 6 siècles d'histoire? Tel est le titre de votre ouvrage paru chez Folio, la fameuse collection de poche Folio Histoire, un texte bien évidemment inédit. Et pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je me permets de vous renvoyer, chers auditeurs, à l'émission de la semaine passée qui visait à définir ce qu'était l'Empire ottoman. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine sur la période suivante, la période de la suprématie impériale. Nous verrons la période 1574-1699, qui est une période généralement considérée comme une période de déclin, mais nous verrons que la chose est beaucoup plus compliquée que cela. Merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre fidélité, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.